moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Nous avons déjà précédemment parlé des droites de l'espace et nous avons déjà vu qu'une droite de l'espace est intégralement définie, comme vous le voyez ici, par la donnée d'un point A et la donnée d'un vecteur U, qu'on appelle un vecteur directeur de cette droite. Alors, on avait vu aussi que l'ensemble des points M tels que AM égale KU, effectivement, donc, va représenter l'ensemble donc des points de cette droite. Je vais vous donner quelques exemples ici. Effectivement, vous voyez que si K prend un certain nombre de valeurs, vous voyez qu'à chaque fois le point M est bien situé sur la droite, et réciproquement, pour tout point de la droite, on trouvera toujours un réel K qui vérifie ceci. Alors, en utilisant cette idée-là, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une équation paramétrique de la droite. Alors, comment ça fonctionne? On va considérer que le point A a pour coordonnées XA, YA, ZA, le point M pour coordonnées X, Y, Z, et on va considérer que le vecteur U a pour coordonnées lambda, bêta, gamma. Alors dire que les vecteurs, dire que le point M appartient à la droite, donc signifie que les vecteurs AM et U sont colinéaires, c'est-à-dire qu'on peut écrire que le vecteur AM c'est K fois U. Il ne reste plus qu'à exprimer ceci avec les coordonnées. Donc on va obtenir X moins XA égale K lambda, Y moins YK égale K bêta et Z moins ZA égale K gamma. Et en remettant un petit peu d'ordre, on obtient l'équation paramétrique de la droite, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on pourrait se dire, est-ce que cette équation est unique? Ben non, pas du tout, parce que vous voyez que ici j'ai choisi ce point A, mais j'aurais tout à fait pu le choisir ici, ou encore ici. De la même façon, j'aurais pu choisir un autre vecteur, directeur U. Donc il y a une infinité d'équations paramétriques d'une droite qui vont à chaque fois dépendre du choix du point A et du vecteur U. Je vais vous laisser donc lire le cours en détail, je viens de tout vous expliquer, je vais juste insister sur quelques petits points que je n'ai pas mentionnés précédemment. Donc la démonstration, nous l'avons déjà vu. Ceci, j'en ai déjà parlé, donc je vous laisse appuyer sur pause pour revoir ceci. Alors, donc ce qu'on va appeler une représentation paramétrique de la 3D, donc ça sera une équation de ce type ici, d'accord, où xa, yk, za sont les coordonnées donc du fameux point A, et lambda, bêta, gamma, donc c'est l'occasion d'apprendre ces lettres grecques, hein, que vous devriez connaître depuis longtemps, donc sont les coordonnées du vecteur U. Alors, il faudra toujours indiquer à côté que K appartient à R. Alors attention, là j'ai choisi K, mais on n'est absolument pas obligé d'utiliser K. Très souvent, on utilise aussi la lettre T. Faites en sorte de ne jamais utiliser X, Y et Z, bien sûr, qui représentent abscisse, ordonnée et côte. Alors, il faudra aussi être capable d'interpréter ce type de système dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez un système comme celui-ci, il faudra repérer que c'est l'équation paramétrique d'une droite qui passera par le point A, donc de coordonnées A, B, C, et dirigée par le vecteur U de coordonnées lambda, bêta, gamma. Alors je vous ai indiqué tout à l'heure évidemment qu'il n'y a pas unicité de la représentation paramétrique. Alors vous devez retenir aussi la chose suivante. On peut aussi de la même façon définir une équation d'un segment ou même d'une demi-droite. Alors on prendra l'habitude de toujours prendre le vecteur AB comme référence pour éviter les soucis. Donc le segment AB, donc si vous prenez le point A et le vecteur AB pour le définir, donc K va se balader entre 0 et 1. Et donc de la même façon pour la demi-droite AB, donc prenez le point A et donc le vecteur AB. Il suffira juste que K appartienne à 0 plus l'infini. Nous allons maintenant considérer un plan de l'espace. Alors, on peut entièrement définir un plan de l'espace par la donnée d'un point A, donc de ce plan, et par la donnée d'un vecteur normal, comme j'ai choisi ici. En effet, donc tout point M du plan donc vérifiera la relation que les vecteurs AM et N, comme vous pouvez le voir ici, sont des vecteurs orthogonaux. Donc ça signifie quoi aussi d'un point de vue du produit scalaire? Ça signifie que le produit scalaire entre les vecteurs AM et N est forcément égal à 0. Alors, utilisant cette relation, nous allons pouvoir maintenant essayer de définir une équation cartésienne du plan. Cartésienne faisant toujours référence à Descartes. Alors, on va considérer que les coordonnées du vecteur n ici sont A,
B, C. On va considérer que le point A a pour coordonnées XA, YA, ZA, et on va prendre un point M de l'espace quelconque ici, de coordonnées X, Y, Z. Alors, dire que M appartient au plan, donc signifie tout simplement que les vecteurs AM et N sont orthogonaux, ou encore que le produit scalaire est nul. Donc ça va signifier A fois X moins XA, plus B fois Y moins YK, plus Z, plus C fois Z moins ZA égale 0. On peut appliquer cette propriété parce que nous sommes dans un repère, bien sûr, orthonormé. Et donc, en remettant un petit peu d'ordre, on met en place ce qu'on appelle une équation cartésienne du plan. Donc, on obtient une constante D ici un petit peu vilaine, hein, moins AXA, moins BYK, moins CZA. Donc, on l'appelant D, comme je vous l'ai dit, on obtient une équation du plan qui sera de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors, elle est assez confortable parce que A, B et C sont tout simplement les coordonnées du vecteur N. Alors, nous allons voir ensuite que, évidemment, cette équation, elle n'est pas unique, parce que tout ceci dépend un peu du vecteur n, hein. Donc, si nous choisissons n, nous aurons d'autres équations. La constante d va aussi dépendre du choix du point A. Donc, vous aurez une infinité d'équations cartésiennes, mais finalement, qui seront toutes proportionnelles entre elles. Donc, je viens déjà de vous expliquer l'essentiel. Donc, nous avons déjà parlé de ceci, hein. Le plan qui passe par A est de vecteur normal n, c'est l'ensemble des points qui vérifient ceci, comme vous venez de le voir sur le dessin. Et donc, je viens de vous définir cette preuve ici qui permet de mettre en place l'équation cartésienne du plan. Alors, vous retenez que le vecteur n de coordonnées A, B, C, donc on retrouve ces coordonnées ici. Alors, je vous ai mis ici quelques situations extrêmes. Bon, c'est vraiment pour que tout ceci soit extrêmement rigoureux, mais vous ne serez jamais confronté à ceci, hein. Donc si A, B et C sont nuls simultanément, hein, deux cas vont se présenter. Donc si D égale 0, la relation est toujours vérifiée. Si D égale 0 est différent de 0, la relation n'est jamais vérifiée. Alors on pourrait aussi s'intéresser à la réciproque. C'est-à-dire nous avons vu que tout plan va admettre une équation de ce type-là. Maintenant la question c'est est-ce que toute équation de ce type-là est aussi l'équation d'un plan, ce que nous allons voir ici, et essayer de mettre en place que le vecteur n de coordonnées A, B, C sera un vecteur normal de ce plan. Alors pour ceci, donc, on va considérer l'ensemble E des points de l'espace vérifiant cette relation-là, et on va noter n le vecteur suivant. On va considérer par exemple A différent de 0. On a dit que de toute façon, A, B et C ne peuvent pas être simultanément nuls. Donc, je peux considérer le quotient d sur A. Donc, on vérifie aisément que le point A de coordonnées moins d sur A 0, 0 est un point de E. Effectivement, il suffit de remplacer x par moins d sur A ici, donc ce qui va donner moins d. Ici, on va obtenir 0 et ici 0, et moins d plus d, ça fait 0. Donc, maintenant, on peut considérer pour tout point de l'espace le vecteur AM. Je vous rappelle, x moins ceci, donc ça va faire ceci, ensuite y moins 0 et z moins 0. Et donc maintenant, en étant un petit peu astucieux, on voit que le produit scalaire entre AM et N, ça sera AX plus BY plus CZ plus D. Et donc l'ensemble D, l'ensemble E, et donc l'ensemble des points M, tel que le produit scalaire de AM et de N est égal à 0. C'est-à-dire le plan passant par A est de vecteur normal N. Voilà, donc la réciproque fonctionne bien. Alors je vous ai indiqué tout à l'heure qu'un plan admet une infinité d'équations. Donc si vous avez une équation de ce type-là, donc vous pouvez toujours multiplier par n'importe quel réel non nul. Donc on a une histoire de proportionnalité. Donc par exemple l'équation suivante ou encore l'équation suivante sont deux équations du même plan. Vous voyez que pour passer de là à là, j'ai tout simplement tout divisé par 4. Alors, si D est différent de 0, on retiendra que le plan ne passe pas par l'origine du repère. Et on pourra alors toujours simplifier un petit peu. Et dans le cas où on est amené à chercher donc euh, les réels qui multiplient x, y et z, on pourra faire en sorte de toujours choisir la constante égale à 1 ici pour simplifier le problème. On en reparlera en exercice. Alors, il existe quelques situations ici extrêmement simples qu'il est extrêmement préférable de connaître. Donc, je vais vous montrer ici sur un petit encadré. Donc, lorsque P est un plan parallèle à l'un des plans de coordonnées, il admettra, donc comme vecteur normal, l'un des vecteurs soit I, soit J, soit K. Et donc, tout plan parallèle au plan X ou Y admettra une équation du type
z égale k. Pour les plans parallèles à y au z, ça sera une équation du type x égale k. Et pour les plans parallèles à x au z, on aura cette fois une équation du type y égale k. Alors c'est bien de le connaître et c'est extrêmement pratique. Nous allons maintenant voir comment, au travers de la position relative de deux plans, on peut aussi avoir l'interprétation d'un système de deux équations à trois inconnues, tel que je vous le présente ici. Donc la première équation représenterait l'équation d'un des deux plans, et l'autre équation, l'équation de l'autre plan. Alors, vous voyez ici que quand vous prenez des vecteurs normaux collinaires, alors vous voyez bien qu'on a une représentation en perspective, hein, cavalière. Donc la notion de parallélisme est bien respectée, quelle que soit la situation, hein. Donc quand les vecteurs sont collinéaires, on constate donc que les deux plans n'ont ici aucun point d'intersection, voire éventuellement une infinité quand les deux plans sont confondus. Donc ce qui nous permettra de dire que pour notre système, soit nous n'avons aucune intersection, soit il y a une infinité de solutions dans la situation où les deux vecteurs sont collinéaires. Maintenant, on peut imaginer une situation où nous n'aurions des vecteurs qui ne sont pas forcément collinéaires. Donc imaginez par exemple le vecteur qui est ici. Vous voyez qu'il n'est clairement pas collinéaire aux deux autres vecteurs et qu'à chaque fois nous avons une droite d'intersection. Donc dans une situation comme celle-ci, où les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc où les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, on pourra dire qu'il y a une infinité de solutions et que finalement les solutions, ça sera tous les triplés x, y, z coordonnés des points de la droite d'intersection. Nous allons maintenant essayer de donner une interprétation géométrique de ce système. Alors les trois premières équations donc, correspondent à une équation paramétrique de cette droite ici, rouge, et la quatrième équation correspond à une équation cartésienne de ce plan. Alors on va essayer de déterminer a priori l'existence ou non de solution en fonction du vecteur donc normal, donc d'un vecteur normal, donc celui-ci du plan P, et d'un vecteur directeur de la droite. Alors on constate ici que dans cette configuration, ou encore, vous voyez, dans celle-ci, même quand les vecteurs sont a priori, vous voyez, collinéaires, donc alors c'est pas facile à mettre en évidence, hein, on est bien d'accord. Donc j'ai un petit peu de mal à le mettre en évidence, mais dans toutes les situations, on arrive à voir ici que nous aurons bien une solution. Vous voyez ce point que j'ai mis ici, là, qui serait le point d'intersection. Donc dans cette situation, on aurait donc une solution au système. On va essayer de trouver une position où nous n'aurions pas de solution. Imaginons par exemple, tiens, voilà quelque chose comme ceci. Donc la situation finalement où la droite serait entièrement parallèle au plan. Alors le constat, alors, vous voyez, encore une fois, c'est pas facile à mettre en évidence, hein, pas du tout. Mais on constate dans cette situation que finalement, le vecteur qui est ici, c'est-à-dire le vecteur normal du plan, et le vecteur directeur de la droite, ici, sont orthogonaux. Donc, suivant le fait que ces vecteurs sont orthogonaux ou non, on pourra dire qu'il y a ou pas solution. Alors, attention, on a un cas particulier aussi, c'est la situation où la droite est entièrement contenue dans le plan. Dans ce cas-là, nous aurons une infinité de solutions. Concernant cette partie, tout vient donc d'être présenté. Donc je vous laisse appuyer sur pause et lire ceci à tête reposée. Donc je vous ai fait un petit résumé des différentes situations, hein. Donc quand on a pour deux plans une infinité de solutions, aucune solution, ou encore une infinité de solutions dans cette situation-là. Et dans ce cas-là, ça serait tous les triplets de coordonnées des points de D. Donc vérifiez bien à chaque fois, c'est la collinéarité des vecteurs n1 et n2 qui nous permettra de conclure. Donc relisez ceci à tête reposée. Pour la position relative d'une droite et d'un plan, donc je viens de vous en parler aussi. Donc vous avez donc trois possibilités, soit D contenu dans P, donc dans ce cas-là vous aurez une infinité de solutions, soit D strictement parallèle à P, dans ce cas-là il n'y aura aucune solution, soit donc elle est séquente, donc c'est dans le cas où U et N sont non orthogonaux. Dans les deux situations qui sont ici, U et N sont orthogonaux. Donc voilà, vous relisez ceci proprement.
Une petite remarque, si D est défini comme l'intersection de deux plans P1 et P2, donc la recherche de l'intersection de D et P peut se ramener à celle de trois plans P1, P2 et P. Donc vous obtiendrez dans ce cas-là un système de trois équations de ce type-là avec trois inconnus. Pour terminer ce chapitre, je vais vous présenter quelques exercices extrêmement classiques qu'il est bien de connaître. Donc le premier type d'exercice, c'est de déterminer les coordonnées du projeteur orthogonal d'un point sur un plan. Alors je vais considérer un plan ici, je vais considérer un point M. Donc le plan, voici son équation, le point M, voici ses coordonnées. Alors la technique n'est pas très compliquée. Donc comme nous avons une équation du plan, nous pouvons aisément déterminer un vecteur normal du plan. Et ce vecteur normal sera donc un vecteur directeur de la droite MM'. Donc on en déduit très facilement une équation de la droite MM'. Et après, il suffira tout simplement de déterminer l'intersection entre cette droite et le plan. Il n'y a pas de difficulté. Je vous laisse lire ceci tranquillement. Nous allons maintenant voir un autre type d'exercice, c'est pour déterminer les coordonnées du projeteur orthogonal d'un point sur une droite. Donc imaginez par exemple ici que vous avez un point M et on cherche à déterminer les coordonnées du projeté M' de M sur la droite qui est ici. Je vous ai fait une première représentation là, je vous ai donné une autre représentation ici. Alors, l'idée est la suivante. On a une équation paramétrique de la droite, facilement, étant donné qu'on sait qu'elle passe par le point A et qu'elle est dirigée par le vecteur U, que voici. Et donc on va chercher un point M' de cette droite, donc il y aura forcément des coordonnées de ce type-là, telles que les vecteurs MM' et U soient orthogonaux. Et donc le problème consistera tout simplement à résoudre ceci. Donc vous avez ce produit scalaire qui est nul, et vous cherchez la valeur de t pour laquelle ça fonctionne. On obtient cette valeur ici, et en remplaçant maintenant ici, nous obtenons ce point M'. Je vous laisse regarder ça tranquillement en détail. Voilà un exercice extrêmement classique à connaître aussi. Un autre type de problème important, c'est une formule pour calculer la distance d'un point à un plan. Donc vous avez un plan donné, et donc vous aimeriez déterminer la distance du point M au plan qui est ici. Alors, cette formule, elle était à connaître fut un temps, aujourd'hui, donc c'est le thème d'un exercice. Donc on est dans un repère, toujours pareil, de l'espace, on a l'équation du plan qui est donnée, donc on connaît donc un vecteur normal au plan P, et on va calculer le produit scalaire MM', donc scalaire n, de deux façons différentes. Le produit scalaire entre ceci et ceci de deux façons différentes. Donc la première formule est extrêmement simple, donc là, les coordonnées du vecteur MM' les voici, les coordonnées du vecteur n les voici. Donc on sait faire ceci sans souci, et donc nous obtenons cette équation, cette expression qui est ici. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le point M' appartient au plan, comme nous l'avons vu ici. Donc ça signifie que les coordonnées de M' vérifient donc l'équation du plan. Et donc on en déduit donc que AXM plus BYM plus CZM', pardon, j'ai oublié les M' est égal à moins D. On en déduit donc que MM' scalaire n est égal à ceci. Vous voyez, on a remplacé cette expression qui est ici par moins D. Alors la deuxième façon de calculer le produit scalaire, c'est avec les projetés orthogonaux. Donc on a vu que les vecteurs MM' et n sont collinéaires, effectivement, car ils sont tous les deux orthogonaux au plan P. Donc on a donc le produit scalaire entre MM' et n, c'est tout simplement le produit des normes ou l'opposé du produit des normes. Donc celui-là, on va suivre le fait qu'il soit opposé ou pas. Donc si on prend la valeur absolue, en tout état de cause, on obtiendra donc cette expression qui est ici. Et donc maintenant, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? On sait que la norme de MM', c'est-à-dire ceci, ça sera cette valeur absolue ici, divisée par la norme de n. Et il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc la norme de n, elle est connue, ne pose pas de problème. Ceci, c'est connu. Et voilà la jolie formule qui va nous permettre de déterminer tout simplement la distance du point M au plan P. Voilà, je vous ai mis une petite application ici. Je vous laisse vérifier. Cette formule, elle était à connaître il y a un temps. Aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire, mais elle est source de nombreux exercices, donc je vous invite à la connaître. Alors, comme d'habitude, hein, un cours, comme vous le savez, ça se comprend. Un cours, ça s'apprend. Un cours, ça se
relis, donc c'est une vidéo, vous avez l'occasion de revoir ceci autant de fois que vous voulez. Bon courage à tous.